maintenant aborder les sujets économiques de cette situation internationale troublée, notamment sur les perspectives de croissance, sur les exigences économiques et dans cette compétition des marchés, des puissances. Est-ce que nous craignons des ralentissements de croissance? Est-ce que nous craignons des batailles de technologie? Est-ce que nous craignons des fermetures de marchés? Et donc, nous allons analyser l'ensemble de ces sujets avec 4 personnalités que je vais inviter à venir sur l'estrade maintenant. Je demande à M. Denis Ranc, qui fut très ponctuel pour ce rendez-vous, qui est président de l'Académie des technologies, qui était président de Thales, qui est membre de plusieurs conseils d'administration, qui est, installez-vous, cher Denis, grand industriel et aujourd'hui président de l'Académie des technologies. Et vous savez que les technologies, sur le plan économique, sont un des sujets de la compétition internationale dont on va parler. Je demande à Patrick Brandmeier, qui est le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie franco-allemande, de venir nous rejoindre. Merci d'être avec nous et de pouvoir exprimer cette expérience franco-allemande, notamment dans le domaine de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Catherine Luboszinski, qui est professeure à l'Université de Paris II, qui est membre du Cercle des économistes, elle est ici. Merci, comme Rachel, tout de rouge vêtue. Vous vous êtes donné le mot aujourd'hui. Merci à Catherine de venir et je salue dans son parcours complet et complexe ses racines poitevines qui font chaud au cœur. Merci beaucoup. Et Sumit Anand, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Inde, qui est fondateur de groupes industriels et qui est directement venu d'Inde pour participer à ce débat, comme André Cheng, tout à l'heure, qui nous rejoindra, est venu de Chine pour ce débat. Je vous propose tout de suite qu'on entende, comme on le fait tous les ans, un message de Jean-Paul Bedbez sur la tectonique des économies continentales pour introduction à notre sujet. Jean-Paul Bedbez, vous le savez, est un économiste qui a participé à la création du Futuroscope et qui, avec le Cercle des économistes, comme vous, chère Catherine, a toujours un regard pertinent sur ces sujets. La parole est à lui. Bonjour. La tectonique des économies continentales. Quel titre! Et en fait, quelle réalité! Cette réalité, c'est le fait que les rêves que nous avons nourris pendant des années sont en train de se dissiper. Le premier rêve, c'est le rêve informatique. L'idée que, grâce à l'informatique, la croissance allait partout se développer et s'étendre sans inflation. C'était la grande modération. Le deuxième rêve était le rêve climatique. C'était l'idée que, grâce à la COP21, tous les pays du monde allaient faire des efforts pour faire en sorte que le réchauffement de l'ensemble se réduise ou se modère. C'était la grande coopération. Le troisième rêve était le rêve diplomatique. Les États-Unis et la Chine feraient tous leurs efforts pour éviter de tomber dans le piège de Thucydide, c'est-à-dire que les États-Unis accepteraient de voir monter le PIB chinois jusqu'à ce que le PIB chinois atteigne le leur, puis le dépasse sans guerre. C'était la grande préoccupation de l'époque. Mais ce n'est pas tout encore, parce qu'il y avait le rêve ou le deal de Trump. Trump voulait négocier avec les États-Unis, avec la Chine, pour faire en sorte que la Chine achète plus de biens et de services aux États-Unis, de telle sorte que le déficit commercial américain par rapport aux Chinois se réduise et que la croissance des deux pays se développe avec moins de tensions, moins d'encontres. Dernier élément, il y avait également à Wuhan des tensions, des problèmes sur un virus qui allait se développer. Et on pensait à l'époque que ce virus resterait à Wuhan, ou en tout cas en Chine. Personne ne pensait qu'il allait se développer et devenir une pandémie. On voit bien ce qu'il en est, et c'était notre grande illusion.
Tout ceci fabrique un monde nouveau, un monde différent. Le mélange, la combinaison entre l'informatique et le Covid-19 fait arrêter les chaînes de production mondiales, ce qui faisait la croissance passée, et montre nos fragilités, nos difficultés. Et pour s'en sortir, pour faire repartir les machines, il faut embaucher davantage et augmenter les salaires. Deuxième tension, deuxième difficulté majeure, c'est celle qui arrive en Ukraine, avec la guerre de la Russie qui attaque l'Ukraine et qui se rajoute au problème que nous avions sur le coût des matières premières énergétiques. Tout ceci fabrique un prix du gaz et un prix du pétrole qui ne cesse de monter. Troisième élément, le Covid-19 atteint la Chine, on le voit, et la Chine se développe et se sort d'affaires la première et assez bien. Ensuite, le Covid atteint les États-Unis qui se sortent d'affaires avec des difficultés plus lentement. Et on voit aujourd'hui que le Covid est arrivé en Europe, où pour sortir d'affaires, l'Europe a encore plus de difficultés que les autres. Donc on a, par rapport à une même pandémie, des situations et des écarts considérables. Mais ça n'est pas encore fini. Trump pense à 2024. Il pense à une réélection dans des États moins unis que jamais. Et ça n'est pas fini, parce qu'il y a effectivement, en plus, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, une guerre qui s'installe et peut-être se répand. Et enfin, dans ce monde plus tendu, plus compliqué, il y a des séquelles, il y a des tensions, des difficultés, et tout ceci fait que pour faire repartir, il faut augmenter les salaires, faire revenir des salariés, convaincre, et tout ceci implique aussi un dollar qui monte. Bref, quand on analyse, on se dit, tiens, il y a plus d'inflation parce que les salaires ont augmenté, parce que le prix du gaz a augmenté, et en même temps, on va avoir un problème de croissance, compte tenu des interrogations et des inquiétudes qui apparaissent. Autrement dit, on a la combinaison d'une stagflation. D'autant plus que, quand les prix augmentent, les banques centrales n'ont que le choix, augmenter les taux. Mais si elles augmentent les taux, à ce moment-là, elles menacent encore la croissance. Donc la seule inflation, c'est le mélange étrange, difficile, instable que nous vivons. Mais si l'inflation continue de venir, à ce moment-là, les banques centrales vont devoir continuer à augmenter leurs taux. Et à ce moment-là, c'est la croissance qui va faiblir jusqu'à baisser. Et on arrive à ce moment-là à ce qu'on appelle la slumflation. C'est ce qui se passe peut-être aux États-Unis. C'est ce qui arrivera bientôt en Angleterre. C'est peut-être ce qui est en train d'être une menace en Europe et peut-être même en France. Voici bien ce qui se passe aujourd'hui et qui sont des menaces à court terme. Mais ça n'est pas fini, parce qu'il y a des conséquences à long terme. Les conséquences à long terme sont, au fond, quelle croissance allons-nous avoir? Quel taux d'intérêt allons-nous avoir? Où va aller le dollar et donc où va baisser l'euro? À côté de ça, on a des interrogations majeures sur le continent africain. Non seulement le Maghreb, mais l'Afrique subsaharienne. Qui va les aider? Comment va les aider? Combien ceci va-t-il coûter? Ceci est indispensable, mais ceci est évidemment extrêmement complexe. À côté de ça, en Asie, il y a les tensions, les difficultés entre la Chine et l'Inde. Comment ces deux pays, comment ces deux puissances vont-elles négocier leur croissance, leur cohabitation? Enfin, ces pays émergents qui sont au milieu de tous ces troubles, de toutes ces difficultés, vont voir le prix, les taux d'intérêt monter, le dollar monter, et la famine menacée en même temps que les faillites. Et ceci n'est encore pas fini pour décrire le monde dans lequel nous sommes. Nous avons effectivement, en plus, des tensions guerrières, des menaces, des chantages, voire des tensions nucléaires. Et le tout dans un contexte où les empires essaient de revenir. La Chine essaie de consolider son empire. La Russie rêve de refaire l'empire du RSS. Elle commence peu à peu avec les gens que l'on voit. La Perse, à savoir l'Iran, essaie de voir ce qu'elle peut faire en s'étendant chez ses voisins. Quant à la Turquie, à savoir l'Empire ottoman, il rêve aussi de s'étendre en mer et chez les voisins aussi. Bref, tous les vieux empires essaient de s'étendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Ils rencontrent l'Europe. L'Europe, c'est ce qui bloque les empires,
mais ce qui est en même temps, ce qui la fragilise, bien sûr. Et l'Europe, aujourd'hui, faiblit, fragile, se fragilise. On le voit, par exemple, avec ce qui se passe en Italie, mais peut-être aussi en France. Pour sortir de l'affaire, il n'y a pas plusieurs solutions. La première et majeure solution, c'est de renforcer le lien entre la France et l'Allemagne, à savoir la partie native de l'Europe. Mais ceci ne suffira pas, même si c'est indispensable. Il faut que l'Europe se veuille une puissance dans ce monde plus difficile. L'Europe puissance, c'est l'obligation d'aujourd'hui. Merci. Voilà une démonstration assez convaincante qui correspond d'ailleurs à ce que nous avons déjà développé et jardiné ce matin sur la nécessité d'avoir une Europe qui peut proposer une puissance et non pas se laisser obséder que par ses problèmes intérieurs, voire même par son seul marché. Avec Denis Rank, il se définissait hier soir comme un ancien de l'industrie et un bisu de la technologie, puisqu'il est le président de l'Académie des technologies, mais aussi c'est lui qui a construit ce grand groupe industriel Thales, qui est une des fiertés de notre industrie, dans l'innovation aujourd'hui particulièrement avancée, mais aussi dans notre industrie de défense, ce qui, quand on parle d'Europe puissance, a beaucoup de sens. Donc je vais lui demander un peu, puisque nous entrons dans le domaine économique, de nous faire l'exposer un peu de ce panorama de la situation du volet économique de notre réflexion. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci de m'avoir invité dans ce colloque. Et voilà, je suis un praticien de l'industrie, je ne suis pas un grand académique, un grand orateur, donc je vais vous faire part plutôt d'expériences vécues. C'est un témoignage plus qu'un exposé construit. Je vais vous parler donc de la technologie de l'industrie au cœur des ruptures que l'on a évoquées, j'allais dire égrenées depuis ce matin, au point d'en avoir sans doute un peu le tournis. Alors, je suis frappé de voir que, à la fois, vous reconnaîtrez avec moi que les technologies sont présentes partout, elles sont au cœur de notre vie. C'est elles qui permettent, par exemple, à l'audience qui nous écoute depuis sur le net d'être aussi assidue que l'audience que j'ai devant moi ici. C'est nos téléphones portables, c'est nos hôpitaux, nos moyens de transport, etc. Et évidemment, nos crises n'échappent pas à cette règle, c'est-à-dire que les technologies sont au cœur de nos bouleversements. Elles en sont parfois d'ailleurs la cause, elles en sont quelquefois l'instrument ou l'enjeu. Et c'est donc cette intrication que je vais essayer de développer devant vous en parlant en particulier du rôle de l'Europe dans tout cela. Alors, nos technologies, d'abord, sont souvent des causes de mouvements. Elles sont elles-mêmes en rupture permanente et le meilleur côtoie le pire. Le pire, par exemple, vous savez bien que les mouvements sociaux incontrôlés que nous connaissons, qui échappent à la démocratie, comme on l'a vu ce matin, qu'il s'agit des Gilets jaunes en France, des mouvements trumpistes sur le Pentagone, sur le Capitole après l'élection, ces mouvements sont largement favorisés par les réseaux sociaux et même par les algorithmes des réseaux sociaux. Je me suis laissé dire que ce qui avait favorisé les Gilets jaunes, entre autres, en France, entre autres, c'est que Facebook avait légèrement modifié son algorithme de façon à donner plus de poids à la proximité géographique. Ce qui a permis, dans les amis qu'on se crée sur Facebook, de donner plus de poids à ceux qui sont à côté, facilitant évidemment la mobilisation sur les ronds-points. Bien sûr, ce n'est pas la cause, mais c'est un accompagnement. Mais le meilleur aussi, ces mêmes réseaux nous ont permis de passer les crises de confinement avec une économie qui a un petit peu éternué, mais qui au fond a résisté. Imaginez ce qu'aurait été le confinement il y a seulement 10 ans, lorsque les entreprises, les salariés n'étaient pas dotés d'une tablette, d'un ordinateur, qui a permis en quelques jours de faire fonctionner l'entreprise. Je ne dis pas normalement, mais presque normalement. Chez Airbus, on s'est arrêté une semaine. Et puis ensuite, le travail a pu reprendre, à cadence réduite, liée aux contraintes, bien sûr, mais tout de même. Donc, la technologie est vraiment présente ici. Elle est parfois perçue comme difficile à maîtriser. Et la technologie, c'est celle qui nous a maintenus en paix en Europe pendant 80 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi celle qui est présente au cœur de la guerre qui nous rattrape. Nous ne fournissons pas de troupes, de soldats sur le front à l'Ukraine, mais nous fournissons de la technologie et des moyens importants.
Cette technologie, enfin, dans nos sociétés, elle est fascinante parce qu'elle est à la fois un objet de convoitise et de défiance. De convoitise parce que, mettons-nous dans le métro parisien à n'importe quelle heure de la journée, 9 personnes sur 10, j'ai fait le compte, sont sur leur écran à regarder ce qui se passe dans le monde ou à parler avec leurs petits copains, leurs petites copines. C'est aussi un objet de défiance, car partout dans notre Europe, mais aux États-Unis, mais dans le monde, et plus spécialement dans les démocraties d'ailleurs, comme par hasard, les technologies font objet de défiance et on en vient à douter de ce qui est pour moi une évidence, et j'espère pour beaucoup d'entre vous aussi, qui est que quand même la technologie a été l'instrument du progrès depuis 2 siècles. Alors c'est pour cela d'ailleurs qu'à la Clinique des technologies, on n'a pas pour devise la techno à tout prix ou food techno ou les technos avec nous, pas du tout. Notre devise est beaucoup plus humaniste. Elle est la suivante, elle est pour un progrès choisi, raisonné et partagé. Pour un progrès, parce qu'on pense fondamentalement que la technologie a été pour l'humanité une source de progrès, on pourra y revenir sur la base de débats si vous voulez tout à l'heure, mais enfin que l'on songe que l'on a mis 1 an seulement à faire un vaccin contre un virus que l'on ne connaissait pas 1 an avant, jamais c'était arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et donc si cette mondialisation nous a permis à ce virus de se diffuser rapidement, elle a aussi permis rapidement de trouver la parade pour la plupart des pays. Donc un progrès, sans aucun doute, mais un progrès raisonné. Nous sommes aussi au pays de Descartes, nous sommes les héritiers des Lumières, nous voulons le rester, donc la technologie doit être raisonnée. Et donc nous essayons de lutter contre les mauvais prophètes, les faux experts, les fake news, etc. Notre technologie, notre industrie, notre société doit, d'après nous, continuer à être basée sur la raison. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui est de moins en moins évident à porter. Pour un progrès choisi, nous sommes en démocratie. Il n'est pas question que l'on impose aux Français, aux Européens, telle ou telle technologie contre leur gré. On l'a bien vu, quand on le fait, d'ailleurs, ça se passe mal. Donc, et pourtant, il ne manque pas, là encore, de mauvais prophètes pour dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et on a vu des procès, certains font hérisser le cheveu des ingénieurs. Moi, j'avoue que ce que j'ai pu lire sur les méfaits de la 5G sur la santé me laisse parfois un peu pantois. Je ne parle pas des gens qui pensent que le vaccin injecte dans l'organisme des puces qui vont amener le gouvernement à vous contrôler, etc. Donc, mais ces choses-là existent. Il faut les prendre comme elles sont. Nous sommes en démocratie. Il faut donc passer du temps, de l'énergie, à expliquer les choix et à les rendre aussi paisibles et rationnels que possible. Non pas en expliquant à nos détracteurs vous n'y comprenez rien, circulez, mais en étant à leur écoute et en leur disant on vous a compris, on va essayer de le faire. Et enfin partager. J'irai vite parce que il ne s'agit pas que la technologie ne serve qu'à enrichir quelques start-upers, même si tant mieux pour eux, parce qu'eux-mêmes vont développer un écosystème, mais bien sûr profite au plus grand nombre. Voilà notre devise, donc faire de la technologie un élément d'humanisme au fond, et un peu un phare dans cet univers un peu déboussolé dans lequel nous sommes. Alors dans cela, notre Europe, où en est-elle? Il est clair que, historiquement, si je mets de côté l'invention de la poudre et de la boussole par les Chinois, l'arithmétique par les Arabes, disons depuis le XVIIIe siècle, c'est clairement l'Europe qui était à la pointe de la technologie et qui a impulsé dans le monde entier, avec les méthodes que l'on connaît, les progrès techniques et qui ont contribué donc à cet extraordinaire développement économique dont on voit aussi les conséquences climatiques, mais j'y reviendrai. Aujourd'hui, bien entendu, en valeur relative, l'Europe ne pèse plus ce poids-là. Si je considère grosso modo que 3 blocs, le bloc américain, les États-Unis, le bloc européen, mettons-y aussi la Grande-Bretagne, malgré son séparatisme récent, et la Suisse, qui est une sorte d'île au milieu de l'Union européenne, nous pesons à peu près le même poids que le PIB américain, et encore un petit peu au-dessus que du PIB chinois, mais disons, tout ça tourne autour des 20% du PIB mondial. Par rapport à ce 20%, combien pesons-nous en technique? Eh bien, curieusement, la technique d'abord, ça s'alimente d'abord par la recherche, donc en amont, l'Europe compte 28% de chercheurs, par rapport à son PIB qui est 20% du mondial, l'Europe pèse 28% du nombre de chercheurs. Alors, 25. Et 28% du nombre de publications. Donc l'Europe tient son rang, si je puis dire, non seulement en nombre de chercheurs, mais en production de recherche.
Là où les choses vont déjà moins bien, c'est en termes de dépenses, car en termes de dépenses de R&D, ce n'est plus l'Europe qui est en tête, ce sont encore les États-Unis, qui pèsent 26% par rapport à leurs 20-22% de PIB. Et en termes de brevets, ce sont les Chinois, qui pèsent 30 et quelques pourcents, 32% du nombre de brevets mondiaux, contre 22% pour les États-Unis et seulement 14% pour la France. Pardon, pour l'Europe. Autrement dit, notre Europe, à Borest, elle est encore très présente sur le plan académique au niveau de la recherche. Elle est en train de décrocher un peu, en tout cas elle s'est laissée distancer, au moins en valeur relative, dans le domaine de l'application des technologies et de leur poids économique. Alors quels sont nos points forts et nos points faibles par rapport à cette technologie en Europe? Et pardonnez-moi d'être assez général, bien sûr il faudrait détailler les choses, c'est pas la même chose dans le numérique, dans l'énergie, dans la santé, etc. Mais grosso modo, d'abord, les points forts de l'Europe, clairement, l'Europe a créé un marché intérieur. Ça a longtemps été, c'est encore, je crois, le plus grand marché unifié du monde, et l'Europe s'en est servie comme point d'appui pour se constituer, pour enrichir ses citoyens, pour leur donner plus ou moins, à mon avis pas assez, le goût de l'Europe, le sentiment que l'Europe était la solution, et pour créer des entreprises prospères dans ce marché-là. Il y a toutefois un mais, et ce mais est paradoxal. Le mais, c'est que ce marché n'est pas unifié sur on va appeler les technologies, les industries, on va appeler régulées, qu'il s'agisse de la défense, des télécommunications, de la santé, d'une certaine façon de l'aéronautique, mais c'est un peu une exception. Il n'est pas homogène. Alors c'est assez paradoxal de voir d'ailleurs que nos États ont accepté un abandon de souveraineté sur des sujets très importants, comme le commerce extérieur, comme le marché unifié, mais que nous avons conservé des souverainetés nationales. Alors pour la défense, ça peut se comprendre. Pour les télécoms, c'est déjà un peu moins évident, je trouve. Pour la santé aussi. Bon, une bonne exception étant l'agriculture, qui est pour l'essentiel communautaire. La conséquence de cela, eh bien, c'est que ce marché, pour les industries, et malheureusement ce sont celles qui vont compter le plus aujourd'hui, l'industrie de souveraineté, l'industrie sensible, eh bien, le marché européen n'est pas l'appui dont il pourrait rêver dans cette économie européenne qui est encore une des trois économies mondiales leaders. Alors, les entreprises se sont débrouillées, si je puis dire, dans ce contexte-là. Parce que pendant que nos gouvernements conservaient des régulations très nationales à ces industries régulées, à une exception, oui, je la disais, c'est l'aéronautique. Très tôt, et c'était une très bonne chose, peut-être parce que c'est un métier mondial, après tout les lignes aériennes traversent le monde entier, mais nous n'avons qu'une seule agence de certification de sécurité aérienne, l'agence européenne. Les pays ont volontairement apporté dans l'agence européenne leur compétence nationale, ça se passe très bien, et heureusement, quand Airbus va faire certifier un nouvel avion, il n'a pas besoin de faire la queue à 27 guichets, il va à un seul guichet de l'AESA, l'Agence européenne de certification. Donc il y a des exemples, au fond, d'industrie, d'exercice de souveraineté, de sécurité en l'occurrence, qui ont pu se faire au niveau européen. Mais ce n'est pas le cas général. La conséquence, ça a été une fragmentation de l'industrie. Nous avons, par exemple, trop d'opérateurs de télécommunications par rapport aux États-Unis. Il y en a 3 en mobile. En Europe, il y en a beaucoup plus. Nous sommes donc adaptés. Thales a eu une stratégie que j'avais baptisée en son temps de multidomestique. Elle n'est pas multinationale parce que nous devions être britanniques en Grande-Bretagne, allemands en Allemagne, avoir un visage australien en Australie et un petit peu chinois en Chine, etc. Donc nous sommes adaptés à cette configuration. Alors pour la Chine et l'Australie, on comprend, c'est loin. Pour l'Europe, c'est un petit peu dommage de ne pas tirer toutes les synergies d'un Thales européen et de devoir continuer à développer des filiales qui ne sont en principe pas indépendantes, mais qui doivent respecter les règles nationales, chacune dans son coin. Airbus, qui est un métier davantage mondial, l'a résolu aussi en spécialisant ses sites. Toutes les ailes sont faites en Grande-Bretagne, les cockpits sont faits en France, l'assemblage se fait à Hambourg et à Toulouse, etc. Ce n'est pas non plus optimal. Certainement, une très grosse usine européenne, quelque part, serait plus efficace, mais c'est la façon de conserver un affectio societatis autour d'Airbus en impliquant les 4 grands pays européens d'Airbus. Et bien d'autres, l'automobile a fait plutôt des acquisitions transfrontières, etc. Mais notons que ce n'est pas optimal. Le deuxième caractéristique de ce marché, c'est qu'il a très longtemps, et encore un peu aujourd'hui, privilégié la concurrence, la satisfaction du consommateur par rapport à la construction de champions industriels. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire. En réalité, le nombre de refus de concentration par la Commission a été, somme toute, relativement faible.
Mais c'est à chaque fois un parcours très compliqué. Il y a parfois des remèdes à apporter qui sont parfois assez mutilants. Et puis je pense qu'il y a eu aussi un effet d'éviction. Beaucoup d'opérations ne se sont pas faites, n'ont même pas été présentées parce qu'on pensait qu'elles n'avaient aucune chance. Donc, ce n'était peut-être pas très gênant à un moment où tout le monde jouait ce jeu-là. Dans un monde d'économie libérale, d'échanges à peu près équilibrés, même si avec la Chine, ça n'a jamais été tout à fait équilibré. Après tout, que l'Europe soit un champion du libéralisme économique n'était pas forcément un problème, pas un problème majeur. Ça le devient aujourd'hui. Comment peut-on rester un marché ouvert qui favorise uniquement le consommateur lorsque autour de nous se constituent des empires dans lesquels la protection des champions nationaux devient la règle? C'est évidemment très difficile. C'est un sujet sur lequel, à mon sens, l'Europe a commencé à évoluer, mais devra évoluer tout à fait nécessairement. La compétition est mondiale sur le plan économique, et elle est bloc contre bloc sur le plan géopolitique. La troisième, peut-être, difficulté, enfin, point fort, point faible en même temps, a été l'engouement du public pour la technologie. Je le disais, il y a à la fois une attirance, il y a à la fois une fascination, surtout des jeunes, il y a aussi une répulsion. Et l'utilisation abusive dans notre pays du principe de précaution, par exemple, qui n'est pas en lui-même un mauvais principe, mais qui a servi d'alibi à l'immobilisme à beaucoup d'endroits. La difficulté de créer un consensus autour des grands équipements. Imaginez la difficulté qu'aurait EDF aujourd'hui à bâtir 56 centrales nucléaires, comme ce fut le cas dans les années 70-80. On voit bien aujourd'hui le mal qu'il y a à en faire une et puis à lancer les 6 suivantes. Donc nous ne sommes plus aujourd'hui équipés, si je puis dire, pour avoir un débat de société serein sur ces questions. Et la difficulté d'émergence des grands projets est pour moi un souci de grande préoccupation. Un troisième point fort qui s'affaiblit, c'est la formation. De façon générale, notre Europe reste un pays avancé sur le plan universitaire et sur le plan de sa recherche, mais sa valeur relative décroît. Et je suis particulièrement inquiet pour notre pays, et en particulier dans notre pays pour les mathématiques. Je suis bien placé pour savoir que les ingénieurs français sont un atout exceptionnel de notre pays dans la compétition mondiale, pour avoir dirigé des entreprises avec des ingénieurs français, chinois, britanniques, allemands, américains. J'ai vu la qualité de l'ingénieur français, et elle est basée exclusivement sur la qualité de nos écoles d'ingénieurs, qui est elle-même basée sur l'excellente formation mathématique de ma génération. Le fait que depuis 30 ans, année après année, le niveau en mathématiques baisse en France. Alors la pointe du diamant est toujours là, c'est le paradoxe, on a encore des médailles Fields, encore récemment, mais la base s'érode, et je ne vois pas comment une pyramide pourra tenir longtemps au sommet si la base s'érode. Et c'est pour moi un grand sujet de préoccupation, et ce n'est pas un sujet, bien sûr, c'est un sujet pour l'Académie des sciences, qui se préoccupera à juste titre de l'excellence française dans la matière, mais c'est aussi un sujet pour moi, pour la technologie, pour l'industrie, car nous avons besoin de bataillons et de gros bataillons, des très forts et des moyens et des praticiens de l'ingénierie. Et puis je terminerai par les valeurs morales, elles ont été citées ce matin, donc je ne vais pas m'appesantir, mais l'Europe, et notre économie européenne, notre technologie européenne a bénéficié finalement d'un socle de valeurs démocratiques, la liberté de la recherche, la liberté des échanges, la qualité de notre formation, je l'ai cité, la solidarité. Tout ceci a aidé à constituer un socle européen de technologie. Aujourd'hui, je crains que nous payions un petit peu la contrepartie par un excès de conservatisme, quand on compare quand même la dynamique des startups européennes, même si ça va beaucoup mieux par rapport aux américaines, on a du mal à émerger en Europe, ne serait-ce que parce qu'il faut adresser 27 marchés et pas un seul. La recherche de confort, plutôt que la recherche de l'effort. Bon, le président de la République a récemment appelé à l'effort, ça me paraît salutaire, mais nous ne pourrons pas aborder les challenges qui sont les nôtres sans un sursaut, je dirais, de nos valeurs morales. Et ça commence évidemment par l'école et même par l'école élémentaire. Alors, pour rester dans l'action, quels atouts pour ce leadership européen? Bon, d'abord, je voudrais un peu vous rassurer. Il faut être dans la course. Il n'est pas nécessaire d'être en tête. Je l'ai bien vécu chez Thales. Thales n'était leader mondial de rien. En radar aéroporté, les Américains étaient devant nous. En missiles, les Américains et les Russes, etc. Mais être un bon deuxième, un bon troisième, on le voit bien en classe d'ailleurs, c'est une position qui est au fond souvent confortable.
on n'est pas aussi exposé que le premier. On apprend des erreurs du premier pour ne pas les refaire. Donc on peut être un intelligent deuxième ou troisième. Donc je ne suis pas inquiet que l'Europe ne soit plus en tête. Par contre, il faut être dans la course. Il faut être dans le peloton, même si on n'est pas dans la tête. Toujours un thème de course. Il faut faire la course pour le climat, c'est certain. C'est certain, et je trouve très bien que l'Europe soit exemplaire et se veuille exemplaire dans la lutte pour le climat. Mais là encore, dans la course, c'est bien de faire la course en tête même, mais il ne faut pas faire la course tout seul. Et on n'est pas assez conscient, je pense, du fait que si l'Europe est seule dans le monde à se mettre résolument à remonter ses manches, on n'y est pas encore tout à fait, mais on s'en approche, pour vraiment mettre en œuvre un dispositif de décarbonation performant, il ne faut pas que nous le fassions au détriment de nos emplois et de nos technologies, ce qui veut dire un mécanisme, comme on dit pudiquement, d'ajustement aux frontières, c'est-à-dire de protection sans le dire. Et puis il faut être cohérent. La technologie, aujourd'hui, tout se tient. Et je terminerai par là. Le réseau énergétique ne se tient pas sans réseau numérique. La santé se fait avec de la technologie et avec également du numérique et de la physique et de la chimie très avancée. Tout se tient et la cohérence d'une politique est très importante. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler que les Gilets jaunes étaient dans la rue quand on a voulu taxer le carbone et que maintenant, loin de le taxer, on le subventionne. Avouons que le signal prix donné à nos concitoyens n'est pas très clair de subventionner aujourd'hui ce que nous voulions taxer hier. Donc c'est un long chemin que nous avons devant nous, il demande de la cohérence, il demande de la cohésion. Ce n'est pas facile dans un monde libéral, donc concilier à la fois la liberté d'entreprendre et une sorte de planification est un énorme défi pour nos gouvernants français et européens. Et je terminerai par un petit mot. Si l'Europe a pu être une Europe marchande à un moment où le monde était marchand et allait vers une grande libéralisation des échanges, je crois qu'aujourd'hui, avec un monde qui se polarise, avec des soucis de résilience, de souveraineté qui sont les nôtres, je ne vois pas comment on peut échapper à une Europe puissance. Et l'industriel qui vous parle, c'est que si on veut être puissant, il faut être efficace. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une défense européenne dirigée par un comité. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une diplomatie européenne dirigée par un congrès. Donc moi, je pense que je suis fondamentalement fédéraliste. Je pense que si notre Europe, peut-être pas toute l'Europe, mais quelques pays, ne se mettent pas dans une démarche profondément révolutionnaire de constitution d'une entité politique européenne, nous n'aurons pas des jours très faciles. Jean-Pierre Raffarin disait hier qu'il était frappé de voir les jeunes se mobiliser pour le climat alors qu'il y a 5 ans, ils avaient l'air de s'en moquer. Je ne voudrais pas que dans 10 ans, ces mêmes jeunes critiquent notre génération pour n'avoir pas fait quelque chose qu'ils devraient réclamer à corps et à cri aujourd'hui, qu'ils ne réclament pas encore, mais dont ils nous feront sans doute le reproche de ne pas l'avoir fait. Merci. Merci beaucoup, Denis Rang, de ce message et notamment de ces conditions de l'Europe puissance et notamment, on en revient un peu aux deux thématiques qui sont très présentes dans nos échanges. D'une part, l'Europe puissance par rapport à l'Europe qui se préoccupe simplement de sa seule vie intérieure, et puis d'autre part, du fait que pour cette Europe puissance, il y a de la politique, ce qui s'appelle aujourd'hui du fédéralisme dans ce que vous dites, cette part-là de constitution d'une stratégie commune. Alors Patrick Brandmeier, vous êtes président de la Chambre de commerce franco-allemande. Dites-nous, dans ce contexte aujourd'hui un peu troublé de cette pression et américaine et chinoise, mais aussi de la question ukrainienne, notamment avec cette base industrielle franco-allemande, si au fond, aujourd'hui, vous sentez les choses allant vers l'affaiblissement de l'Europe, ou au contraire vers une remobilisation. Merci. Et vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Et à 12, je coupe. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour l'invitation, Monsieur Degallet également. Ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc Patrick Brandmeier, j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie chez Siemens avant de prendre il y a 3 ans la direction générale de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie qui accompagne depuis 60 ans la coopération économique entre nos deux pays. Donc, permettez-moi de faire une réflexion en 3 temps. Je voudrais déjà regarder un petit peu aujourd'hui sur l'état actuel des choses entre nos deux pays
évidemment sur le plan économique. Je voudrais dans un deuxième temps regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe et dans un troisième temps éventuellement faire quelques remarques par rapport à la Russie, la Chine qui ont été déjà évoquées aujourd'hui. Donc, après tous les intervenants qu'on a eus aujourd'hui, on a quand même, je trouve, dressé un bilan un peu inquiétant avec les crises, avec les guerres, avec tous les défis qui sont devant nous. C'est pour ça que j'ai quand même envie de commencer ma présentation avec une bonne nouvelle. Vue de ma fenêtre, la relation franco-allemande, elle va très bien. Et je pense que la relation franco-allemande économique actuellement est un grand atout pour nous, pour nos deux pays, mais aussi pour l'Europe et pour nos partenaires. Pourquoi? Je m'explique. Regardons un petit peu les chiffres. Aujourd'hui, nos deux pays font ensemble un volume de commerce de 164 milliards d'euros. C'est le chiffre de 2021, donc après, on était en train de sortir de la crise. Donc, premier constat, nos deux pays ont presque atteint le niveau de commerce qu'on avait avant crise. Et là, je le rappelle, c'était quand même des années très fortes pour nos deux pays économiquement. Deuxième constat, on est aussi liés particulièrement dans le sens où l'Allemagne aujourd'hui est le plus grand client et le plus grand fournisseur pour la France. Donc clairement, nos deux économies dépendent énormément les uns et les autres et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on partage aussi un certain nombre de risques et je trouve que c'est peut-être aussi un élément important donc à retenir. Nous avons aujourd'hui environ 2500 entreprises de chaque côté du Rhin, donc des Français installés en Allemagne, des Allemands installés en France, et nous employons ensemble 640 000 employés dans nos deux pays. Donc c'est quand même un chiffre, je trouve aussi, assez impressionnant. Un autre élément, et ça c'est une nouvelle donnée, parce qu'on a appris ce matin, et je suivi avec intérêt l'intervention de M. Tsonga, qui disait une chose comme « on reconnaît un bon gouvernement ou c'est la responsabilité d'un bon gouvernement de mettre en place une politique, un cadre qui permet à l'économie et aux entreprises de réussir ». Et quand je reprends cette phrase et je l'applique sur la France et l'Allemagne, je dois dire que c'est plutôt une situation réussie, car l'année dernière, l'Allemagne est passée le premier investisseur direct étranger en France en nombre de projets. En nombre de valeurs, je pense que les États-Unis sont encore un peu plus grands, mais en nombre de projets, l'Allemagne est passée premier. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que d'un côté, ça démontre que malgré la mondialisation et la globalisation et les efforts que l'Allemagne a fait auprès de l'Asie, des États-Unis, l'Amérique du Sud, etc., la France a quand même su défendre une position importante au niveau de l'attractivité. Et là, je reviens clairement sur les efforts du gouvernement qui sont faits depuis 2017, qui ont considérablement augmenté l'attractivité de la France pour l'Allemagne. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle pour la France? Parce que déjà, si vous êtes attractif, vous êtes compétitif, vous attirez les investissements et ça va évidemment à terme aussi aider de réduire le déficit commercial que la France avait ou a avec le reste du monde. Donc si vous voulez, les investissements allemands en France contribuent à réduire à terme le déficit commercial de la France. Quelques exemples concrets. Donc, ces 300 projets qui ont été menés par les entreprises allemandes en France ont créé 8000 emplois en France l'année dernière. Donc, c'est le double par rapport à l'année d'avant. Et donc là, on ne parle pas seulement des projets ou des investissements type structure de vente pour découler des produits allemands en France. On parle vraiment pour la majorité des projets, des implantations avec des usines, avec des centres de recherche, avec des ingénieurs, avec un service, donc vraiment avec du personnel et des moyens considérables qui ont été investis
en France. Donc tout ça, très positif. 3-4 exemples, parce qu'on a aussi évoqué aujourd'hui, je pense, un élément très important, le territoire. Comment vous, dans une région, peuvent expérimenter ce type d'action. La plupart des investissements allemands qui sont faits ne sont pas faits à Paris dans le 16e, mais se sont faits dans les régions. Donc nous avons par exemple BASF qui a donc créé, ou plutôt agrandi une implantation existante en Alsace, en investissant 300 millions d'euros. Nous avons, par exemple, dans le Grand Est, à Aubernais, la société Dräger qui a construit une usine pour la fabrication des masques, FFP2, donc 90% dédié de cette production à l'export. Vous avez des groupes familiales tels que B. Braun qui ont investi plusieurs dizaines de millions d'euros ces dernières années en France, centre de dialyse, etc. C'est dans la partie médicale également. Et vous avez, autre exemple, pas très loin d'ici, au Mans, la société Claas, qui a, il y a quelques années, a racheté la partie tracteur de Renault et qui a décidé aujourd'hui, la famille Claas, c'est une entreprise familiale, qui a décidé de mettre le centre monde pour les tracteurs en France, c'est-à-dire l'ensemble du développement et de la recherche va se faire en France et l'usine phare de ce groupe pour les tracteurs sera au Mans et ils vont donc exporter une très grande partie de cette production vers l'étranger. Donc tout ça pour vous illustrer un tout petit peu que le couple franco-allemand, pas seulement politiquement, mais économiquement actuellement, je trouve, se trouve dans une très bonne constitution, parce qu'encore une fois, aussi, les investissements, ils ont un très grand avantage. Une fois qu'une entreprise a fait et pris la décision d'investir, vous pouvez vous imaginer, les 300 millions d'euros, on ne va pas les investir en un seul coup. Ça, ce sont des investissements qui vont se faire sur plusieurs années. Et donc, on investit à long terme. Donc, je pense ça aussi vous donne un petit peu une idée pour l'avenir, parce que malgré la crise, je ne crois pas que ces investissements seront mis en question, parce qu'ils ont déjà entamé. Et maintenant, je pense qu'il va falloir aller au bout des choses. Regardons un petit peu l'Europe. La France et l'Allemagne en Europe, on en a déjà parlé un petit peu. Donc, premier constat mathématique, avec le départ de l'UK, de la Grande-Bretagne, de l'UE, la France et l'Allemagne ensemble pèsent aujourd'hui 40% du PIB européen. Donc, ça vous donne déjà, je pense, une très bonne idée. Pourquoi, déjà, mathématiquement, par rapport au poids économique, la coopération entre nos deux pays est très importante. Et d'ailleurs, elle le devient encore plus. Je rappelle aussi, parce qu'on a quand même parlé un peu de l'Europe, de la lenteur, des processus, etc., que c'est la France et l'Allemagne qui sont quand même à l'origine de lancement du fonds de relance, donc le Next Generation EU, qui a donc mobilisé 750 milliards d'euros d'investissements qui vont se faire sur plusieurs années, d'ailleurs donc pour préparer nos deux pays, mais évidemment aussi l'ensemble de la communauté aux défis majeurs qui sont devant nous par rapport à la transition énergétique, etc. Donc, derniers éléments au niveau de l'Europe, il y a aussi des nombreuses coopérations technologiques, on l'a entendu, pas seulement dans le domaine de l'aviation, mais également dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la batterie électrique, etc., qui se sont faits entre l'Allemagne et la France, mais évidemment aussi en associant d'autres partenaires en Europe. Donc, je pense aussi là, on peut vraiment parler d'une très bonne situation actuellement et des belles perspectives qui sont devant nous. Pour terminer, peut-être quelques mots sur la Chine et sur les Pays-Bas, la Chine et les US. Donc, je vous ai parlé du volume entre nos deux pays, je rappelle, 164 milliards. Ça place la France en tant que 4e partenaire commercial de l'Allemagne. La première place avec 245 milliards d'euros, c'est la Chine, suivie par les Pays-Bas, 204 milliards. Mais là-dedans, il y a une très grande partie des produits énergétiques, du gaz, etc., qui est importé. Et 3e place, évidemment, les US, avec 194 milliards d'euros en 2021.
Donc si je regarde ça, vous allez me dire, c'est des chiffres impressionnants. Regardez la Chine, très grand chiffre, le plus grand chiffre de très loin. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, on va voir que le volume d'export de l'Allemagne vers la Chine est de 104 milliards d'euros. Vers la France, nous avons exporté 102 milliards d'euros l'année dernière. Donc, je vous propose 2 points de réflexion. Ont été évoqués ce matin les 4 pays du Visegrad. Donc, c'est la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie et l'Hongrie. Ces 4 petits pays, entre guillemets, européens, font presque le double de volume au niveau exportation pour l'Allemagne que fait la Chine. Donc, avec un pays de 1,2 milliard d'habitants, nous faisons 104 milliards, et avec 3-4 pays européens, qui sont de nombre, je dirais peut-être 50-60 millions de personnes, on réalise un volume qui est presque 2 fois plus grand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'Allemagne, oui, évidemment, le marché mondial reste important, on ne va pas le nier, mais je veux quand même rappeler ici que l'Allemagne exporte toujours aujourd'hui presque 70% de ses exports en Europe. Donc l'Europe est et restera un partenaire très important pour l'Allemagne. Donc pour terminer, permettez-moi une petite situation, enfin une conclusion sur ce que je viens de dire. Si l'Allemagne, en tant que nation exportatrice, veut réorienter son modèle commercial, la nationalisation des chaînes d'approvisionnement n'est pas une solution qui aidera l'économie allemande et par conséquent ses partenaires européens. Conclure des partenariats stratégiques et des accords de libre-échange et commerciaux avec des nations partageant les mêmes idées et valeurs semble être, à mon avis, la meilleure voie pour nos 2 pays et nos partenaires européens. Une étroite coopération entre la France et l'Allemagne sera une des clés pour atteindre cet objectif. Avec ça, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Monsieur Brandmeier, d'avoir respecté votre temps, d'une part, et d'autre part, de nous avoir montré l'importance de la relation franco-allemande, quantitativement et qualitativement. C'est quand même très important quand on voit dans la situation géopolitique, là où sont les rapports de force aujourd'hui, on voit que franco et allemand, c'est un rapport de force. Et c'est un point important. Voyons maintenant avec, si elle le veut bien, Catherine Lubojinski, au fond, elle qui est économiste, membre du Conseil des économistes, au fond, cette stratégie européenne de puissance économique, au fond, elle s'affronte aujourd'hui avec des stratégies extérieures, politiques, les BRICS, qui ont une dimension sans doute économique maintenant. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir ce panorama, disons, en sortant de l'espace européen, de la relation franco-allemande, avec notamment les BRICS, cet ensemble, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui sont un espace qui était au départ politique, pour contrer un peu l'Occident, et qui prend peut-être une dimension économique maintenant, voire financière. C'est à moi la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais quand même dire un petit mot de remerciement à la Fondation qui m'a invité, Fondation présidée par Jean-Pierre Raffarin, qui, alors qu'il était Premier ministre, et donc probablement assez occupé, avait accepté de venir à une réunion du Cercle des économistes où il nous avait donné sa vision des politique des problèmes économiques de l'époque. Donc c'était la moindre des choses que j'accepte son invitation. Donc merci beaucoup. Alors, oui, c'est vrai que cette table ronde s'intitule « Ruptures économiques, le siècle de l'Asie », mais comme je suis universitaire, j'en fais qu'à ma tête. Et donc, je me suis dit non, l'Asie, non, c'est non, les BRICS. Les BRICS, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré essayer de resituer la place de l'Europe dans un contexte où on doit raisonner maintenant en bloc. En bloc, vous avez les États-Unis ou l'Amérique du Nord, bon, c'est à peu près pareil. Vous avez l'Europe, et puis vous avez les BRICS. Les BRICS, c'est quand même 25% du PIB mondial, un quart. Les BRICS, c'est plus de 50% de la croissance économique dans le monde de ces 10 dernières années.
Les BRICS sont les producteurs d'un tiers de la nourriture dans le monde, même si l'Inde connaît des petits soucis en ce moment d'exportation. Et surtout, les BRICS, ce sont des pays qui s'organisent en ce moment pour faire contrepoids aux pays du G7. Ils s'organisent dans un contexte où le terme de souveraineté connaît un regain d'intérêt. Oui, on l'a entendu plusieurs fois ce matin, on l'a entendu cet après-midi. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à définir ce terme. On pourrait utiliser aussi bien l'expression autonomie stratégique, mais vous aurez remarqué que cette expression, quand elle est utilisée, elle fait référence au monde économique, au secteur technologique, l'autonomie en technologique, au secteur santé, au secteur énergie. Souveraineté, c'est de l'économie sectorielle. Et malheureusement, elle occulte souvent la dimension financière. Et je vais essayer de vous montrer, dans ces quelques minutes qui me sont accordées, que la dimension financière est essentielle. Elle est essentielle parce que la finance est une arme redoutable. Et je ne suis pas la première à faire le parallèle. Si vous relisez le magnifique petit ouvrage de Max Weber écrit en 1894, il fait vraiment le parallèle entre la finance et l'armement. C'est passionnant et on pourrait croire que c'est totalement d'actualité. Alors, la finance est une arme redoutable. Alors, c'est vrai à double tranchant. On sait que c'est une arme de destruction massive. On l'a vu quand elle s'enraye au moment de la crise 2007-2008. On a vu les dégâts qu'elle peut causer. Mais c'est aussi une arme de dissuasion massive en cas de conflit grâce à sa composante extraterritoriale. On le voit avec les sanctions qui ont été prises depuis une décennie par les États-Unis à l'encontre des entreprises, dont les entreprises européennes, ses amis, en particulier la sanction contre la BNP Paribas, qui a été, grâce à des négociations au plus haut de l'État, ramenée de 9 à 6,6 milliards d'euros, une sanction américaine pour avoir utilisé des dollars dans un pays sous embargo. Donc on voit le poids de ces sanctions extraterritoriales qui auraient pu couler un des fleurons de l'économie française, on va dire. Bon. On l'a aussi vu avec les sanctions qui ont été prises à la suite de la guerre en Ukraine. Ce sont des sanctions économiques et financières. La question, c'est, sont-elles efficaces? C'est un grand débat, je crois que les économistes en parlaient cette semaine. Alors, je vais me focaliser sur les sanctions financières, sur l'efficacité des sanctions financières, qui requiert évidemment un minimum de coopération internationale, mais aussi qui requiert de la puissance financière. Si on veut que les sanctions soient efficaces, il faut qu'il y ait une vraie puissance financière. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut atteindre une telle autonomie stratégique en finance? Et c'est une question vraiment importante parce que si on lit le rapport du sommet des BRICS de juin 2022, il y a de nombreux points qui révèlent une préoccupation majeure en ce moment, qui est leur volonté d'accélérer ce qu'on pourrait appeler la dédollarisation de l'économie mondiale pour réduire la dépendance vis-à-vis du dollar et de s'affranchir de ce qu'on appelle aussi des infrastructures, je vous en dirai un mot tout à l'heure, des infrastructures de paiement occidentales. Et tout ceci contribue à réduire évidemment l'extraterritorialité des sanctions monétaires et financières américaines qui peuvent être et qui sont utilisées en cas de conflit. Alors, donc, question fondamentale, comment est-ce qu'on peut atteindre une telle autonomie en finance? Eh bien, la première condition, c'est une condition nécessaire, incontournable, c'est qu'il faut une puissance économique. Et on comprend tout de suite pourquoi il faut raisonner par bloc économique. Parce que, bon, c'est vrai, les États-Unis, ils y arrivent tout seuls, c'est un grand pays, mais on a les BRICS qui s'allient entre eux et qui représentent un quart du PIB mondial. Donc, si l'Europe ne fait pas bloc, elle n'existe plus. Et je dis qu'il est urgent que cesse l'individualisme des pays européens, puisque la souveraineté en finance ne s'appuyant que sur une souveraineté économique, un peu vice-versa, il faut qu'il y ait un bloc
soudée en Europe. Alors cette puissance économique, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, malheureusement. Alors on peut dire, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Premier point, il faut disposer d'une monnaie internationale, c'est-à-dire une monnaie qui va être utilisée dans le commerce international et qui va être utilisée comme réserve, réserve de valeur, donc soit sous forme de titres, soit sous forme de réserve de change. On le sait, la moitié des réserves de change de la Russie étaient en dollars, donc voilà, c'est 60% des réserves de change des Chinois qui sont en dollars, et les réserves de change des Chinois, c'est 3 000 milliards de dollars. Bon, alors, quand on raisonne sur une monnaie internationale, là, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense. La suprématie du dollar est incontestable. Bon, alors, l'euro, lui, c'est aussi une monnaie internationale, mais il y a 3 fois plus d'opérations de change en dollars qu'en euros. Il y a 3 fois plus de réserves de change en dollars qu'en euros, etc. Je vous passe, il y aurait un paquet de chiffres à citer. Le gros problème, c'est que la crise des dettes souveraines de 2011 en zone euro a entamé la confiance dans la pérennité de l'euro, et on s'aperçoit qu'à partir de cette période-là, il y a un frein à l'essor de l'euro, voire un recul dans certains domaines. Donc là, il est temps de se ressaisir. Par contre, pendant ce temps-là, vous avez le renminbi qui émerge progressivement, et je dirais même rapidement. Parce que quand on regarde les rapports de la Banque des règlements internationaux, il y a des rapports triennaux. Celui de 2019 montre que le renminbi est encore une petite monnaie, enfin une monnaie très peu utilisée au niveau international. Par contre, je pense que dans le prochain qui va sortir cet hiver, ça sera 2022, risque de nous révéler que le renminbi est en train de quasiment dépasser le yen, qui est quand même la 3e monnaie internationale. Donc on voit qu'il y a une véritable concurrence dans ces monnaies internationales. Alors, il faut que je me dépêche, je crois, il me reste 2 minutes, c'est ça? 2 minutes pour faire 4 points. Alors, deuxième point, il faut avoir une véritable capacité de mobilisation de l'épargne. Quand je parle de mobilisation de l'épargne, on a le célèbre triptyque banque, marché et non coté. Bon, on a des grandes banques en Europe, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les marchés, les marchés boursiers sont extrêmement fragmentés, et on peut regretter que sur ce sujet-là, la France et l'Allemagne se mènent une lutte fratricide, une concurrence qui n'est pas saine entre Euronext et Deutsche Börse. Ça a failli couler Euronext qui s'est vendu aux Américains à une époque. Donc là, il faudra un petit peu plus d'union, et là, il faut un petit peu réfléchir. Et les Chinois s'en sont bien aperçus, parce que les Chinois rapatrient de plus en plus les grandes entreprises qui étaient cotées à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Ils rapatrient la cotation pour des raisons diverses et variées, mais quelque part, ils ont compris l'importance que ces bourses dépendent de leur propre financement et non pas du financement à l'étranger. Troisième point sur les infrastructures. J'ai encore 1 minute. Les infrastructures, donc alors les infrastructures, c'est moins médiatisé, c'est très technique, c'est tout ce qui est la tuyauterie du système financier, sont des institutions cruciales, voire critiques d'un système financier. Si elles ne fonctionnent pas, il n'y a pas de système financier. Ce sont les systèmes de paiement internationaux, ce qu'on appelle les chambres de compensation. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, vous avez une chambre de compensation à Paris, LCH, qui est la filiale de Londres. Rien qu'à Paris, tous les jours, c'est 1 000 milliards d'euros qui sont compensés, tous les jours. Donc c'est vraiment de gros montants. Et puis, vous avez les dépositaires centraux. Ici encore, la suprématie anglo-saxonne est à la hauteur de l'individualisme européen. Aux États-Unis, vous avez un seul établissement qui fait établissement de compensation, règlement dépositaire central, c'est la DTCC, dans un modèle mutualiste, alors qu'en Europe, vous avez plus d'une vingtaine de chacun de ces institutions, et ceci renforce la fragmentation et affaiblit l'Europe dans le système financier international. Et pendant ce temps-là, les BRICS s'organisent. Encore une fois, vous lisez le rapport du dernier sommet, plusieurs points se préoccupent des infrastructures. Les Chinois ont leur propre système interbancaire de paiement, les Russes aussi. Ils vont essayer de s'interconnecter et faire contrepoids aux pays anglo-saxons. Voilà. Alors, le dernier point, c'est qu'une fois qu'on a quand même une certaine autonomie stratégique en finance, il faut la conserver.
Il faut la conserver dans un monde en concurrence et dans un monde où la digitalisation est extrêmement rapide. Et la première réaction qu'on voit en ce moment sont les banques centrales qui cherchent à créer leur propre monnaie digitale. Donc la Banque centrale européenne était assez en avance sur ce thème. Les États-Unis, la Fed, s'y sont mis un peu plus tard, mais ils mettent le paquet, comme ils savent faire. Et bien entendu, les BRICS travaillent à la création d'une crypto-monnaie commune. Bon, je vois Jean-Pierre est debout, je crois que j'ai éclusé mon temps de parole. Donc je vais terminer, tant pis pour le reste, je vais terminer sur une lueur d'espoir pour l'Europe. Patrick a démarré son intervention en disant que l'axe franco-allemand allait bien. Alors effectivement, il perdure quels que soient les gouvernements. Donc ça, c'est important, surtout avec les problèmes que l'Italie risque de connaître prochainement, qui va encore se traduire par une fragmentation financière accrue en Europe. Et le dernier point, ce que je ne fais jamais, puisque je ne fais pas de politique, c'est j'ai repris énormément espoir quand on a nommé Laurence Boone comme secrétaire d'État aux affaires européennes, parce que c'est une véritable européenne convaincue depuis des années et elle connaît extrêmement bien tous les rouages administratifs et techniques et tous les problèmes qui se posent. Donc je crois qu'on peut reprendre espoir que l'Europe va essayer de maintenir sa place dans le triptyque Amérique du Nord, BRICS et puis Europe. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Je suis vraiment enchanté que vous ayez eu cette démonstration de l'importance des BRICS, parce que je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais assisté à un des premiers sommets des BRICS, où c'était à l'occasion du forum annuel qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le Boao Forum, où les Chinois avaient invité les différents partenaires. Il y avait Madame Rousseff pour le Brésil, etc. Et j'étais revenu, j'avais fait une note au ministère des Affaires étrangères pour dire l'importance des BRICS. Et on m'avait répondu, oh, vous inquiétez pas, les Russes et les Chinois, ça ne marchera pas, les stratégies communistes, ça ne marche pas, les Brésiliens, etc. Et au fond, quand on regarde bien les temps, quand l'Occident attaque la Russie se retrouve et se console dans les BRICS. Quand on attaque Bolsonaro, il se reconsole dans les BRICS. Quand on attaque le président d'Afrique du Sud sur ses gestions, il se retrouve. Et finalement, cette solidarité dans les difficultés fait que progressivement se crée une volonté collective sur une durée et qu'il faut prendre au sérieux ces BRICS. Et quand les BRICS, le jour du G7, à Munich, les BRICS rassemblés trinquent à la mauvaise santé de l'Occident, il faut qu'on prenne ça quand même comme quelque chose de très sérieux. Et quand on voit ce que vient de nous dire Catherine sur l'organisation financière, on mesure combien c'est important. Alors maintenant, on va continuer sur les BRICS. Entre autres, la parole va être à l'Inde et à Summit Anand, parce que au fond, avec sa réflexion, même s'il est franco-indien, même s'il a travaillé pour des entreprises françaises, même s'il connaît bien les deux parties, il est ici une vision de l'Inde. Et l'Inde, c'est un pays assez génial. Ils sont dans le camp des démocraties, ils sont avec la Russie. Ils sont dans le camp de l'Asie, mais ils sont aussi un peu avec nous sur l'Indo-Pacifique. Ils sont un peu aujourd'hui partout. C'est une puissance montante qu'on n'a pas facilité à saisir, mais on voit bien qu'ils pèsent. Et quand à l'ONU, on fait un vote pour savoir s'il faut condamner la Russie ou pas la Russie, l'Inde s'abstient avec la Chine, avec un certain nombre d'autres pays, et total, ils représentent 2/3 de l'humanité. Ils sont une petite dizaine à s'abstenir, mais naturellement, démographiquement, Inde plus Chine, déjà, ça pèse considérablement. Donc on voit bien que l'Inde, qui est un pays dont on disait que la complexité le fragilisait quelque peu, au fond, il est aujourd'hui dans une position un peu stratégique parce que en tension avec la Chine, mais en proximité avec la Russie, elle-même en proximité avec la Chine, tout ceci donne à l'Inde une place très importante. Vos réactions sur l'ensemble de ce bouleversement du monde? Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vais essayer à répondre à ces questions politiques. Je suis, comme Denis disait, je suis aussi un praticien de l'industrie, mais je vais essayer à répondre à ces questions aussi. Le tout en 10 minutes, ce sera parfait. Parfait. Bonjour tous, bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour Monsieur le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, bonjour la présidente du Conseil départemental, Monsieur Alain Pichon. Je suis très content d'être ici en France avec vous aujourd'hui, sous ce forum annuel.
Merci de m'avoir invité. Merci à la Fondation Prospective et Innovation, à Serge Degalé de m'avoir invité pour intervenir. Je vais me présenter peut-être un peu. Je suis un Indien, mais j'ai eu le plaisir de découvrir l'Europe continentale après la tombée du mur de Berlin et découvrir ce projet de l'Union européenne comme étudiant. Et suite à ça, je suis allé en Allemagne pour faire mon stage à l'époque et j'ai découvert la France. Je suis venu en France pour faire mes études à HEC et j'ai décidé de travailler pour des groupes français en Inde. Donc, j'ai travaillé en France, en fait, dans la région ici. J'ai commencé ma carrière dans la région de Cognac. J'ai vécu à Angoulême pendant même une année. Et j'ai fréquenté Futuroscope en 1994, en fait, donc il y a longtemps. Et je suis entré en Inde avec Pernod Ricard. J'étais directeur de finance pour Pernod Ricard en Inde, directeur général pour 2 groupes français en Inde. Il y a une dizaine d'années, j'ai créé mon cabinet de conseil qui s'appelle Insight Growth Partners, dont la mission est d'aider des clients à développer en Inde, parce que l'Inde, c'est toujours exotique, compliqué, mais un terrain potentiel d'opportunité. J'ai l'honneur de présider la Chambre de commerce CCI France-Inde, que je vous invite à découvrir, qui est une des plus performantes chambres dans le réseau international du CCI France. Donc voilà, donc je suis là pour parler de l'Inde et je suis très content. C'est un pays où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une mise à jour nécessaire sur le développement de l'Inde. Peut-être je vais juste commencer avec la question qui est la question de cette table ronde. Est-ce qu'on est sur un cycle d'Asie? Et la réponse pour moi c'est clair, on est sur un cycle d'Asie, mais en fait c'est pas cette cycle d'Asie n'a pas commencé que récemment. En fait, ça a commencé avec le Japon déjà dans le dernier siècle et avec les American Economies et avec la Chine maintenant et avec l'Inde après. Donc cette siècle d'Asie va durer et c'est normal parce qu'en fait si on revient dans l'histoire du monde jusqu'à 1820, jusqu'à la révolution industrielle en fait et les colonisations importantes en fait, les économies de l'Asie, Chine et l'Inde cumulées étaient supérieures à la totalité de la reste du monde, y compris l'Europe. Donc, quelque part, c'est normal qu'on revienne dans un monde où l'Asie représente une place importante dans l'économie. Je pense que la décolonisation a pris du temps et différents pays ont avancé selon leur rythme et selon leur modèle de gouvernance. Et donc, le fait qu'on arrive à parler d'un moment d'Asie, c'est tout à fait naturel. Mais ayant dit ça, ça c'est mon premier point, je pense qu'il n'y a pas vraiment, on ne peut pas faire un amalgame de l'Asie. L'Asie est très différente. Il y a Japon et Corée du Sud qui ont un PIB par capita de pays développés. On a Chine et Malaisie qui sont encore à $10 000 par capita et donc encore 4 fois inférieurs à la France. Donc encore beaucoup de développement à faire. Et derrière les pays de l'Asie du Sud comme l'Inde, l'Indonésie, Bangladesh et d'autres qui sont à $2 000 à $4 000 de PIB. Donc encore 10 à 20 fois inférieurs à la France. Donc encore beaucoup de choses qui restent à faire et avec des modèles très différents. Quand on parle d'un siècle d'Asie, récemment, souvent on parle d'un siècle de Chine. Mais en fait, ce n'est pas la même chose. Il y a un moment de la Chine et il y a un modèle chinois, mais le modèle japonais est très différent de le modèle de Malaisie ou le modèle australien est très différent de le modèle de l'Inde. Et le modèle chinois, qui a bien servi le monde, va lui-même évoluer, n'est pas le seul modèle qui existe en Asie. Et donc, en fait, si je viens pour parler de l'Inde, c'est parce qu'on a, nous, un différent modèle, et on a un différent contexte, et on a des aspirations différentes. Et en fait, ça c'est mon deuxième point, on ne peut pas faire un amalgame de l'Asie. En fait, chaque pays est différent, il faut prendre le temps pour comprendre chaque pays, son culture, son histoire, son modèle, ses aspirations. Et si on parle spécifiquement de l'Inde, je pense que dans ce monde de rupture, où l'Europe doit réussir à se développer, à être fort, il faut qu'il trouve des pays partenaires avec lesquels il peut trouver de nouvelles opportunités, il peut garder son influence, sa compétitivité technologique. Et dans mon analyse, et je pense à l'analyse de beaucoup de gens maintenant, l'Inde est ce partenaire aujourd'hui. Et donc, pourquoi l'Inde? Et peut-être je vais commencer avec, pour parler un peu de l'Inde maintenant. J'ai préparé quelques points, j'appelle ça les faits marquants. Et après, je vais venir un peu à des points et des critiques de l'Inde traditionnelles qu'on fait et les prendre avec des arguments contraires. Donc, 4 faits marquants pour commencer. L'économie indienne est déjà la 5e économie du monde, plus grande que l'économie française.
et va tripler dans les prochaines 10 ans. Donc en fait, on va ajouter 2 Indes dans les prochaines 10 ans, voire 2 France. Premier point. Le deuxième point, c'est que l'Inde a la plus grande population des jeunes au monde, 800 millions de jeunes qui sont en dessous de l'âge de 35 ans. Troisième point, l'Inde a vacciné 940 millions de personnes complètement, même avec un faux départ avec la Covid, avec un vaccin européen d'AstraZeneca. Quatrième point, la croissance annuelle du PIB indien sur les 10 dernières années, sur 5 sur ces 10 années, était supérieure à celle de la Chine. Et selon les projections de FMI, pour les prochaines 5 ans, pour chaque année, ça sera supérieur par 1,7% en moyenne de la Chine. Et parce qu'on parle de beaucoup de jeunes et de technologie et de start-up, aujourd'hui en Inde, on a 98 unicorns à date, dont 65 qui ont été créés dans les derniers 18 mois, avec un investissement de 50 milliards de dollars venus de l'extérieur en Inde, des fonds private equity, venture américains, européens. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu en perspective sur cette nouvelle Inde. Mais prenons les réalités de l'Inde qui nous dérangent. On m'a posé des questions depuis hier, c'est des questions auxquelles je suis habitué, et essayons à répondre à ces réalités qui nous dérangent. La première, c'est l'Inde est un pays pauvre. Oui, certes, mais on a réduit la pauvreté extrême de 40% à 10% dans les derniers 20 ans. La deuxième, l'Inde, c'est un pays culturellement loin de nos bases, c'est un pays exotique. Oui et non, en fait. Il est culturellement riche, divers, et il prend du temps à comprendre. L'Inde n'est pas la France, n'est pas l'Allemagne. L'Inde, c'est comme l'Europe. Et donc, comme on a la diversité en Europe, il faut prendre le temps à comprendre cette Europe, il faut prendre le temps à comprendre cette Inde. En Inde, on a une langue nationale, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est anglais, qui est en fait une langue européenne. On a une société qui est multireligieuse et multiculturelle. On a des citoyens qui croient à la démocratie et à des valeurs humaines. Et on est un pays d'arguments et de débats. Et avec des jeunes qui sont très ouverts au monde. Donc en fait, l'Inde est loin, mais quand on y est, et je parle beaucoup avec mes membres expatriés qui travaillent pour des groupes en Inde, initialement, ils arrivent avec la question, oui, ça va être différent, difficile, etc. Et en fait, je peux vous citer des exemples et des exemples où après 3 mois, il dit, mais en fait, je me régale dans ce pays, c'est pas si différent, en fait, on est assez similaires et on fait des amis, on mange du bon bouffe, on boit l'alcool, on voyage, on a plein de choses à partager. L'Inde, c'est une démocratie chaotique, on dit. Oui, mais c'est une démocratie bien fondée et qui est pérenne, avec un état de droit. Il y a un gouvernement actuellement qui a la majorité depuis 8 ans, après 30 ans de coalition, mais même les coalitions ont bien fonctionné. L'Inde est un pays compliqué pour faire du business. Oui, mais de moins en moins. Le digital aid, on a un gouvernement qui prend l'avantage. Le Ease of Doing Business, qui est un ranking de World Bank, l'Inde était à 111e dans cette position il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est à la position de 63, encore du chemin. L'Inde a du super talent, du talent qu'on peut recruter, du talent qu'on peut prendre comme consultant, comme conseiller. L'Inde a des partenaires, des entreprises qui sont de mieux en mieux et qui sont formés à l'Occident. Donc en fait, pour décomplexer cette Inde, il y a des solutions. L'Inde est un pays protectionniste. Pas vraiment. Le taux moyen de droits de douane en Inde, aujourd'hui, c'est 11%. C'est le même que les États-Unis. L'Inde est en train de pousser, les négociations ont commencé avec l'Europe pour un Free Trade Agreement avec l'Union européenne. Ils ont mis sur la table pour la première fois, ce qu'ils avaient refusé à faire en 2013, toutes les catégories de produits, y compris les produits agricoles, laitiers, spiritueux, vins, qui n'étaient jamais osés avant. Ils vont traiter les sujets de main-d'œuvre et d'environnement, de IP et de géoindicateurs. Donc il y a un nouvel Inde aussi qui va approcher le commerce beaucoup plus agressivement, mais il va faire du commerce équitable. On a un gouvernement indien qui attire beaucoup d'investissements étrangers. On a un Premier ministre qui fait le tour du monde et on a à peu près accumulé 400 milliards de dollars d'investissement dans les dernières 10 ans, dont 80 milliards l'année dernière même. Donc, en fait, l'Inde est ouverte au monde et n'est pas protectionniste. L'Inde reste géopolitiquement non alignée. Plus maintenant, selon moi, vraiment. Historiquement, on était non alignés, historiquement, on était proche à l'Angleterre, historiquement, bien sûr, on a une relation proche avec la URSS et la Russie pour des raisons militaires. Mais aujourd'hui, si on regarde le chemin que nos hommes politiques ont fait, que le gouvernement a fait,
Et on a des très bonnes relations avec l'Occident, avec les États-Unis, avec l'Europe, avec la France, surtout avec laquelle on a un partenariat stratégique, avec le Japon, avec Israël, avec les pays islamiques où, en fait, souvent c'était, oui, c'est Pakistan qui s'en occupe, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, qui n'est plus le cas, l'ASEAN aussi, et même avec la Chine. C'est malheureux que pour le moment c'est un peu suspendu, mais l'Inde a fait preuve de travailler et d'être volontaire de participer dans cet ordre international, occidental. Mais clairement, l'Inde veut que ça devienne plus multipolaire. On dit souvent que l'Inde ne veut pas prendre ses responsabilités sur la climate change. C'est faux, en fait. L'Inde s'est engagée pour combattre la climate change. On s'est développé l'énergie renouvelable de 3 gigawatts en 2014 à 50 en 2021, et on a un cible pour atteindre 500 gigawatts en 2030. Bien sûr, on a des tensions avec nos voisins, et c'est quelque chose qu'on doit vivre avec, mais l'Inde veut la paix, l'Inde ne veut pas se lever sans tirer les autres vers là-bas. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on est dans un contexte d'une Inde nouvelle. Cette Inde nouvelle est un pays avec lequel l'Europe peut s'associer, peut trouver un partenaire, un grand pays de confiance, de stabilité, un partenaire qui est intéressé dans un monde multipolaire, un producteur de qualité de biens et des services au bas coût, qu'on a besoin toujours, un marché avec lequel l'Europe peut développer son commerce et son investissement à une taille critique. Et c'est pour ça que l'Inde, ce n'est plus un pays à potentiel à long terme, mais en fait, c'est une opportunité pour la courte à moyen terme. Et je vais peut-être terminer avec ça rapidement, Monsieur le Premier ministre, pour 3 raisons principales. Son marché de taille, son talent qui existe pour l'Inde et pour le monde, et la sourcing, la supply chain de manufacturing qui existe de plus en plus. Et on le voit déjà avec les groupes français qui investissent en Inde. Airbus, son premier client au monde, est indien. Capgemini a la moitié de ses employés, 200 000 employés en Inde qui contribuent au succès mondial de Capgemini. Schneider Electric, le 3e marché au monde, aujourd'hui c'est en Inde et il participe à l'urbanisation de l'Inde. Total Energy, qui a fait cette orientation vers l'énergie renouvelable, a investi 3,5 milliards d'euros en Inde en énergie renouvelable, en solaire et en gaz et maintenant en hydrogène. Et je peux continuer avec des exemples de Pernod Ricard, où l'Inde c'est son 3e marché, ou L'Oréal qui se donne la priorité, ou les marques de luxe aujourd'hui qui tournent vers l'Inde pour dire comment on va réussir dans ce pays qu'on n'a pas encore suffisamment investi, ou l'aéroport de Paris qui a fait son plus gros investissement dans l'aéroport de Delhi avec un investissement d'1 milliard. Et donc en fait, il y a je pense, les entreprises européennes, françaises, se rendre compte de cette opportunité. Et donc pour moi, pour conclure, les étoiles sont alignées, le dynamisme est enclenché pour une relation forte entre l'Europe et la France et l'Inde, et la France et l'Inde, rajoutant toujours à la richesse de cette cycle et cette siècle d'Asie. Merci beaucoup pour ce plaidoyer et ce nouveau rôle de l'Inde. Vous avez remarqué qu'entre 2 petites phrases, il nous le dit quand même que l'Asie, ça va être durable quand même, parce qu'il y a eu le Japon, il y a eu la Chine, et ils nous annoncent l'Inde, là, comme ça, qui est l'étape d'après, ce qui veut dire qu'on est sur tropisme asiatique pour un certain temps. Une question, avant de passer à l'autre table ronde, à Denis Ranck. Est-ce que le gouvernement français, les autorités européennes doivent aujourd'hui se dire qu'il nous faut privilégier les États-Unis, la Chine, l'Inde? Cette question politique aujourd'hui, comment est-ce qu'on la prend au niveau du gouvernement français ou au niveau du gouvernement de l'Europe? Est-ce qu'on doit privilégier des marchés? Est-ce qu'on doit se méfier d'un certain nombre de marchés? Est-ce qu'on doit sanctionner le Brésil qui est aujourd'hui dans des valeurs qui ne sont pas les nôtres? Comment faire en sorte qu'on ait une cohérence entre l'action économique, parce qu'au fond, vous avez cité un certain nombre de grands groupes en Inde, qui sont des grands groupes qui jouent un rôle national et pour lequel l'État a des recommandations. Est-ce qu'on laisse nos entreprises faire leur propre avenir en fonction de leur propre stratégie, ou est-ce qu'on essaie de structurer un petit peu une réflexion de développement économique liée aux réflexions politiques? C'est une question redoutable et je suis bien mal placé pour donner des leçons à quiconque et notamment au gouvernement français. Mais je crois quand même, enfin, je pense qu'il faut garder une sorte d'équilibre entre, même si j'ai indiqué que nous allons vers un monde qui sera plus organisé,
vers un pays et une Europe qui devront davantage compter sur elles-mêmes, donc avec une certaine dose de réimpatriation de chaînes de production, par exemple, etc., ne nous l'aurons pas. Nous n'allons pas tout à coup supprimer les avantages du partage de la valeur et des rendements marginaux, etc. Donc, je crois que nous resterons dans un monde international, même si à la marge, nous allons chercher à faire un effort de souveraineté. Alors, entre les différents blocs, moi, je crois que, à mon avis, l'avenir de l'Europe, c'est de jouer une sorte d'équilibre entre ces différents blocs. Je vais prendre simplement le cas d'Airbus, tout simplement. Airbus a évidemment cherché à bénéficier en Chine de toutes les inimitiés que M. Trump a déversées sur la Chine et qui ont pénalisé Boeing. Il faut dire que Boeing s'est bien aidé lui-même avec quelques difficultés dans ce pays en question. Donc la stratégie d'Airbus en Chine, elle est très simple. On fabrique en Chine parce qu'il faut quand même donner un peu d'allure chinoise à nos avions, mais on fait attention à ce qu'on transfère. Les technologies clés restent européennes. Mais on fait ce qu'il faut quand même pour que les Chinois considèrent que l'avenir de l'aéronautique en Chine, c'est d'abord l'avion chinois, et puis un deuxième fournisseur, parce que les compagnies aériennes aiment bien avoir deux fournisseurs, et ce deuxième, il faut que ce soit nous. Je pense donc une stratégie d'équilibre en essayant d'antagoniser ni l'un ni l'autre. C'est très important. Le président de l'AFEP, l'Association française des grandes entreprises, disait que le marché chinois, le marché américain, le marché indien sont des marchés obligatoires pour toute entreprise française qui veut être internationale. Si on veut être mondial, il faut qu'on soit présent partout. Mais si on veut être présent partout, naturellement, il faut qu'on soit en cohérence politique, parce que par définition, la politique se tendant, il faut être attentif à ce qu'il n'y ait pas des conséquences économiques qui pourraient, à un moment ou à un autre, être pénalisantes pour nos entreprises. Merci.